Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un décompte macabre qui interpelle toute la société. Depuis le mois de janvier, 75 femmes sont mortes, tuées sous les coups de leur mari, de leur conjoint, de leur ex. Elles ont parfois demandé de l'aide dans l'indifférence générale ou sont restées sous les écrans radars de la police, de la justice, des voisins. Hier, Emmanuel Macron a admis que la République n'avait pas su les protéger et le gouvernement a annoncé l'organisation d'un Grenelle à la rentrée sur le sujet, alors que les violences conjugales tuent une femme tous les 3 jours depuis des années. Que faut-il changer? La police prend-elle le problème suffisamment au sérieux? Comment éloigner les maris violents? La justice est-elle adaptée? Répondre à ces questions pour éviter le sort de Christelle, 32 ans, 75e victime. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez également à New York, à Shanghai. Rappelons votre livre, La criminologie pour les nuls, aux éditions First. Claude Veil, vous êtes éditorialiste politique. Laurence Rossignol, vous êtes ancienne ministre du droit des femmes, sénatrice PS de l'Oise. Enfin, Evelyne Sirmarin, vous êtes magistrate, présidente de la Chambre de la Cour d'appel de Versailles et membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Un mea culpa du chef de l'État, une mobilisation, un Grenelle à la rentrée. Je me tourne vers vous, Laurence Rossignol. Ça fait des années que vous traitez au quotidien ces sujets-là. Ça ressemble à une prise de conscience. C'est-à-dire que les chiffres parlent, les chiffres ont alerté tout le monde. Tant qu'on est sur même on a eu à un moment donné une pente déclinante pour les chiffres. On s'est dit, ça y est, peut-être. On était très prudents puisque, à partir de 2017, les chiffres commencent à remonter. Et franchement, il vient rallier d'être personne d'accuser le gouvernement d'être responsable de ces chiffres. Là n'est pas le sujet. Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe en ce moment, c'est que d'habitude, on consacre le 25 novembre, chaque année, à parler des luttes contre les violences faites aux femmes. C'est la journée violences faites aux femmes. C'est une institution. Et puis là, on est début juillet, on devrait tous être en train de penser au soleil et aux vacances, et pas du tout. On est mobilisés pour les violences faites aux femmes. Vous évoquiez les chiffres il y a un instant, j'ai regardé l'autre jour, quand c'était fin juin, c'était le 69e féminicide. Mois de juin, j'ai regardé quand avait eu lieu le 69e l'année dernière. L'année dernière, le 69e avait eu lieu fin juillet. Cette année, il a eu lieu fin juin. Et ça m'a fait penser aux calculs qu'on fait chaque année, à partir de quand on a épuisé les ressources naturelles. Et chaque année, c'est 1 semaine ou 2 semaines plus tôt. Et bien là, on a 1 mois, si j'ose dire, d'avance, entre guillemets, sur le déclenchement de cette violence, de ces féminicides. Prise de conscience politique, Claude Veil, de la part du chef de l'État, qui a fait, c'est assez inhabituel, la liste qui a listé les noms, les prénoms de ces jeunes femmes et qui a reconnu que la justice avait manqué, en réalité. La société et la République a manqué. Je pense que la société, sur cette affaire, et sur le mode j'y pense et puis j'oublie, parce que très régulièrement, il y a des prises de conscience. Il y en a une au moment de l'affaire Jacqueline Sauvage, il y en a une au moment de la sortie du film, très beau d'ailleurs, Jusqu'à la garde. Chaque fois on en parle, ça crée une émotion, une ébullition médiatique, on fait des émissions, les ministres disent on va prendre des mesures, et puis on a l'impression que ça retombe aussi vite. On n'arrive pas à garder cette mobilisation des consciences dans la durée, qui est la clé pour arriver à des résultats durables. Parce qu'on peut prendre toutes les lois qu'on veut, et on va prendre des lois. Il y en aura. Il en existe déjà. Le crime conjugal est déjà une circonstance aggravante dans le droit pénal, peu de gens le savent. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises, on y reviendra. La création du téléphone grand danger, le bracelet électronique pour éloigner les maris dangereux, tout ça existe. Mais on ne les utilise pas suffisamment, les instruments existent, on les oublie. Et je pense que le travail à mener, c'est un travail pour que ça reste un sujet en tête de l'agenda des Français. Voilà. C'est intéressant, Alain Boer, en préparant cette émission, on se disait déjà de quoi on parle. On parle désormais de féminicide, on parle parfois de drames familiaux, on parle jamais de meurtres. Ce sont des meurtres? Pas tous, mais ce sont tous des homicides. Et comme, évidemment, homicide a un côté homme, en 76, je crois, une militante féministe a inventé féminicide, à la fois pour expliquer que des femmes étaient victimes d'homicide, mais qu'elles l'étaient parce qu'elles étaient des femmes et parce qu'elles étaient souvent leurs femmes, au sens possessif du terme. Ma femme, ma possession, ma propriété. Et c'est un des problèmes de cette situation, c'est que d'abord les femmes ont longtemps été des incapables au sens civil du terme. Vous savez quand est-ce que les femmes ont pris leur première indépendance civile? En 1938.
À partir de quand elles ont eu le droit de travailler sans demander l'autorisation à leur mari? 1965. La France a mis 70 ans de plus que le Wyoming, État de cow-boy, à leur donner le droit de vote. Donc, nous sommes un pays assez en retard. Et donc, l'incapacité civile s'est aussi transformée en une absence de personnalité, d'identité. On était, en fait, le passage du droit de cuissage, même si on a beaucoup exagéré cette réalité, vers le viol et la lutte contre le viol, a été un très, très, très lent processus. Donc, féminicide, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a tous les sites de la planète dans le corpus de la langue française législative, sauf féminicide. Effectivement, en Sauf cherchant le correcteur d'orthographe, je me suis rendu compte. Il n'existe pas. Il y a uxoricide, le fait de tuer son épouse. Il y a tous les sites de la planète, y compris les pastoricides. On a le droit de tuer les pasteurs. Mais le féminicide n'y est pas. C'est une indication culturelle considérable du refus d'aller jusqu'au bout du process. Non seulement de la femme victime parce qu'elle est victime, et de la femme victime parce qu'elle est femme. Et ça, c'est une des difficultés importantes du sujet. Deuxièmement, les femmes, c'est 15% des auteurs, 40% des victimes. Donc l'écart est extraordinairement considérable. C'est un des plus gros écarts qui existent dans l'histoire criminelle et dans la situation criminelle. On a des écarts français, étrangers, jeunes, vieux, majeurs, mineurs. Mais hommes-femmes, en matière homicide, c'est un sujet extraordinairement marquant. Et comme l'a dit Laurence Rossignol tout à l'heure, il y a une dégradation à peu près partout. Sur la question de l'homicide, il y a eu une amélioration. On tue 2 fois moins qu'il y a 40 ans. Il y a eu une réduction. On avait à peu près 1600 homicides par an. On est à peu près à 800. On était jusqu'à 700. Il y a une remontée considérable du nombre d'homicides. Et je mets les attentats terroristes de côté, car ils sont statistiquement des événements. Mais si on enlevait la situation de Nice et du Bataclan et du Stade de France et qu'on regardait ce qui se passe, on a augmenté de 30% le nombre d'homicides enregistrés depuis le plus bas historique de 2012-2015. Il y a donc une forte augmentation. Ça n'est pas seulement un problème de féminicide, c'est aussi un problème d'augmentation massive des violences homicides, et nous ne parlons là que des homicides réussis. Si vous rajoutez les tentatives, les chiffres sont pires. Car il y a donc un problème global, mais dans ce problème global, il y a une dégradation plus grande encore sur les violences faites aux femmes, qu'on appelle en général intrafamiliales. 9 femmes, 1 homme en général concernés. Et nous ne prenons pas en compte là les violences inconnues, non visibles. L'enquête nationale de victimation, qui est le seul outil qui permet de savoir ce que les victimes subissent et pas seulement ce qu'elles déclarent, on verra sans doute tout à l'heure avec Mme Cyr-Marin à quel point ça pèse, montre à quel point il y a environ 12% de plaintes et 88% de gens qui ne vont même pas. D'accord, et on verra pourquoi. Et essentiellement des femmes et des enfants. Et des femmes et des enfants. Juste, on entend souvent parler de drame familial. C'est un problème de poser les choses comme ça? Oui, moi simplement un petit point juridique. Oui. Féminicide, ça n'existe pas dans le code pénal. D'accord. Pour l'instant, c'est pas du tout comme ça qu'on caractérise les choses pénalement. Quand on tue quelqu'un avec qui on a un rapport de conjugalité, il s'agit d'un meurtre aggravé. Et que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que la circonstance aggravante du meurtre, c'est la conjugalité, le fait de vivre avec quelqu'un, de s'être pacsé, même si c'est un ex-conjoint, ça c'est un progrès de la loi depuis 2010. C'est comme le fait de tuer un enfant de moins de 15 ans ou le fait de tuer un ascendant. La loi pénale ne considère pas que dans le cadre familial, il y a spécialement une peine pour le fait d'avoir tué une femme ou un homme. Je veux simplement dire, comme magistrat, que effectivement, dans 9 cas sur 10, les victimes sont des femmes, ça il faut que ce soit très clairement posé, mais que ce soit les délits, c'est-à-dire le fait de passer devant un tribunal correctionnel parce qu'on a frappé son conjoint ou son ex-conjoint, ou que ce soit les crimes parce qu'on l'a tué, il y a quand même aussi, dans un cas sur 10, où c'est l'homme, il faut le savoir, c'est un point, qui peut être aussi victime. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de féminicide, c'est ça qui est... En tout cas, du point de vue pénal, on ne parle pas de féminicide parce que c'est la situation d'enfermement familial, de difficultés familiales, de violence conjugale qui fait que la loi punit. Alors ça peut aller de 3 ans d'emprisonnement.
si même pour violence conjugale, si même la personne n'a pas de marque, n'a pas de trace, etc., mais que c'est son conjoint, encore une fois 90% des cas les femmes, mais jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, quand c'est effectivement un crime sur son conjoint, qu'il soit femme ou homme. Il se trouve que dans 130 cas par an, ce sont des femmes, et dans 20 cas par an, les victimes de meurtre sont des hommes. Mais il faut bien comprendre ça, parce que moi j'ai présidé pendant 2 ans une chambre correctionnelle qui jugeait les violences intrafamiliales. Et je l'ai observé à mon petit niveau. Je faisais un peu des comptes, des statistiques pour voir à qui j'avais affaire. Et dans 20% des cas, à mon petit niveau à Paris, dans cette chambre spécialisée, j'avais effectivement des hommes qui étaient victimes soit de leur épouse, ou conjointe, ou ex-conjointe, mais aussi des couples de femmes et des couples d'hommes dans lesquels se passaient des violences. Donc c'est quand même très très important de réfléchir à cette question-là. C'est pour ça que la loi, elle punit le fait de tuer son conjoint. Parce que c'est quelque chose de pire, en quelque sorte, que de tuer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que le voit le code pénal. Laurence Rossignol, sur cet aspect-là. Oui, non, mais le code pénal ne connaît pas non plus de l'inceste, ou s'il ne en connaît, c'est que très récemment, pour lui, l'inceste, pour le code pénal, l'inceste, c'est un viol par ascendant ou collatéral, voilà, ou personne ayant autorité sur un... Ça veut dire que la justice est un peu à la traîne? Non, ça veut dire que le code pénal n'est pas là pour mettre en mots ce qui se passe dans la société. Le code pénal est là pour désigner des infractions et établir des peines. Donc l'infraction, d'un certain point de vue, elle est la même, qu'il se soit une femme qui tue son mari ou un mari qui tue sa femme. Donc je ne vais pas faire un mot sur le code pénal. J'ai beaucoup de choses à reprocher à la justice, mais ce n'est pas là-dessus que je vais me concentrer. Bon, on l'a bien compris. Le nombre simplement de condamnations a augmenté, il a doublé en correctionnel, je veux quand même le dire. 2010, on a 10 000 condamnations pour violence conjugale. Et on a les derniers chiffres que j'ai pu avoir, c'était 21 000 condamnations par an pour violence conjugale correctionnelle. Donc on peut voir quand même que ça répond au phénomène de société. Il y a davantage de condamnations. C'est pas pour autant que la justice fonctionne bien. J'en suis parfaitement d'accord. Et on va voir, parce qu'il y a peut-être des choses à changer. La garde des Sceaux a fait quelques annonces en la matière, notamment sur le suivi des maris violents. Comment on passe d'une série de faits divers à un problème de société? Par l'accumulation. Par une modification de la manière dont la société elle-même prend en compte une difficulté particulière, une souffrance particulière, par la parole des femmes. Ce sont des militantes féministes qui, en 1976, parmi toute une série de mouvements sociaux qui ont permis de prendre en compte aussi l'homophobie, toute une série de défense des droits, ont modifié l'approche. Et parce que la société elle-même y était prête, c'est aussi une évolution MeToo a changé quelque chose? Oui, vous dites oui. MeToo a fait une révélation. Mais le problème de MeToo, c'est que ça a surtout révélé des choses anciennes. Ça a assez peu révélé des choses nouvelles. Par contre, ce qui est important par rapport à la réponse pénale, c'est que encore aujourd'hui, sur les violences sexuelles au sens large, la différence entre les déclarations / plaintes et les poursuites pose un vrai problème dans la capacité du système judiciaire à répondre. Alors, il répond, mais il a du mal parce que l'ampleur de la question est telle qu'il est aujourd'hui submergé et qu'il a beaucoup de difficultés à suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de 20% de poursuites par rapport aux plaintes enregistrées de toute nature, dont certaines méritent sans doute qu'il n'y ait pas de poursuite. Je précise par là que c'est un sujet... Violence sexuelle. Violence sexuelle. Alors, elle n'avait pas 30 ans, elle est morte sous les coups de marteau dont son conjoint, alors que les enfants dormaient à l'étage. Ça s'est passé à Vaux-en-Velin cette semaine. Depuis le début de l'année, on l'a dit, 75 femmes sont mortes, des chiffres en hausse. 219 000 ont été victimes cette année de violences physiques. Intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà le sujet qui est posé au gouvernement et qui a annoncé un Grenelle à la rentrée avec l'idée d'en faire désormais vraiment une priorité. Pierre-Michel Bellando, Nicolas Baudry-Dasson. C'était il y a 2 jours, en banlieue parisienne. Une femme d'environ 30 ans, étranglée par son compagnon. La veille, dans les Pyrénées-Orientales, une autre femme, elle, poignardée, en présence de ses enfants. C'est le premier appartement ici, avec les 2 fenêtres ouvertes. Ce soir-là, un voisin intervient, mais il est déjà trop tard. Je décide de rentrer dans l'appartement, parce que je savais qu'il y avait les enfants, et je voulais voir elle, savoir exactement ce qui s'était passé. Et quand je suis rentré dedans, en fait, j'ai vite compris que pour elle,
il n'y avait rien à faire. Ça vous a surpris, ce qui s'est passé hier soir? Non, qu'il se dispute violemment et qu'il soit arrivé au mail et tout ça, non, mais qu'il est carrément tué. Ouais, je le pensais pas. À ces 2 femmes correspondent 2 chiffres glaçants. Elles sont les 74e et 75e victimes des coups de leur conjoint en 2019. Dans un pays où chaque année, en moyenne, 219 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles à leur propre domicile. Une situation qui a poussé plusieurs centaines de Français dans la rue samedi dernier à Paris. Elle s'appelait Julie, Sandra, Aïssatou ou Dominique. Elles étaient nos filles, nos sœurs, nos nièces, nos amies. Place de la République, certaines ont raconté leur histoire et la difficulté fréquente à se faire entendre de la police. Dans mon commissariat, donc à chaque fois c'était refusé. Alors c'était ou c'était pas l'heure, fallait revenir, ou c'était pas le bon moment. Déjà on a honte, déjà on a peur, surtout peur. Donc et quand une fois qu'on est décidé, ben voilà, il y a des refus de prendre notre plainte. Devant ces récits, une dizaine d'associations pointent du doigt le manque de résultats du gouvernement. Le nombre de femmes victimes de féminicide, il existe, il est là. Donc c'est dramatique, on ait besoin à ce point de dire aux gens ouvrez les yeux et de dire surtout à nos responsables politiques ouvrez les yeux. En ce moment-là en France, il y a un massacre. En ce moment-là en France, il y a des femmes en danger de mort qui ne sont pas protégées, qui sont mal protégées. L'État ne fait pas ce qu'il faut. Et pourtant, la lutte contre les féminicides est depuis novembre 2017 au cœur de la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violence. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Mais depuis, rien n'a changé. Confronté aux chiffres et à la mobilisation, le président s'est exprimé sur les réseaux sociaux, listant d'abord les noms de victimes, avant de dresser un constat d'échec. La République n'a pas su vous protéger. Vos prénoms nous sont familiers. Vous êtes nos amis, nos mères, nos sœurs, nos filles. La violence qui vous a coûté la vie nous écœure, nous révolte. La République française se doit de protéger toutes celles dont la vie est aujourd'hui en danger. De son côté, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, défend le travail du gouvernement et annonce la tenue d'un Grenelle des violences conjugales début septembre. En réalité, et certaines associations le savent, depuis le moment de la sortie du grand débat, nous avons commencé à travailler parce que nous avons eu une impulsion interministérielle et l'accord du Premier ministre pour travailler sur un Grenelle des violences conjugales. Et donc nous le construisons. Demain, je recevrai les associations qui sont partenaires de l'État. Jeudi, je mobiliserai les préfets. La semaine suivante, il y aura une réunion interministérielle au niveau des directrices et directeurs de cabinet de tous les ministres du gouvernement, etc., pour arriver au 3 septembre avec des groupes de travail concrets, des propositions et des mesures fermes. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle, propose notamment la généralisation de bracelets anti-rapprochement, un dispositif permettant de tenir les conjoints violents à distance via une puce GPS. Et nous reprenons avec cette remarque qui fait écho d'ailleurs avec ce qu'on vient de voir dans le sujet. J'ai appelé la police pour ma voisine qui était battue. Personne n'est venu. Quand elle est morte, au moins 50 policiers étaient là. Oui, c'est un des problèmes. Il y avait la semaine dernière au Sénat un colloque sur les violences. Et il y avait magistrats, policiers, et les magistrats et les policiers dans un moment de très grande franchise, très grande lucidité. Il faut rendre hommage de temps en temps à la syndicalisation, parce qu'ils étaient chacun représentant de leur organisation professionnelle. On va expliquer à quel point ils n'arrivaient pas à travailler d'un côté à l'autre du couloir entre les magistrats aux affaires civiles et les magistrats aux affaires pénales, à quel point les uns ne savaient pas ce que les autres avaient mis en place à cause de violences intrafamiliales ou conjugales ou sexuelles, et qui se retrouvaient évidemment, la violence des uns se retrouve toujours ailleurs, il n'y a pas de barrière, à quel point c'était compliqué, à quel point ils n'avaient pas d'informations, à quel point ils n'avaient pas vraiment d'outils, à quel point ils n'avaient pas vraiment de moyens, et à quel point ce n'était pas en tête
de liste des obligations des activités des services de police entre gilets jaunes, violence, vol et ça. Alain Bauer, j'entends ce que vous expliquez sur ce séminaire, mais la question est très simple et elle fait écho à tout un tas de choses qu'on a entendues dans les témoignages de ces femmes ou dans leur histoire qui sont racontées désormais dans la presse, où on apprend qu'elles sont allées porter plainte, qu'elles sont parfois allées voir des policiers et que dans les commissariats, elles n'étaient pas forcément toujours bien reçues parce que peut-être que les personnes qui avaient affaire à ces sujets-là n'étaient pas formées, ne savaient pas quoi en faire. On a tous décroché parfois notre téléphone parce qu'on entendait une voisine en difficulté et puis parfois on avait le sentiment qu'on dérangeait. Donc est-ce qu'il y a, et vous qui avez suivi ces sujets-là, désormais une prise de conscience sans jeter le discrédit sur les policiers, les magistrats, les uns ou les autres, mais est-ce que c'est encore là que ça pêche ? C'est très inégal. Ça dépend des commissariats et des brigades de gendarmerie. Il y a une loterie. De toute façon, la vie d'une femme victime de violence qui veut se séparer, c'est une loterie permanente. Est-ce qu'elle va tomber dans le bon commissariat, la bonne gendarmerie, au moment où il y a le bon officier de police qui va prendre sa plainte, ou est-ce qu'elle va tomber le jour où le mec va lui dire rentrez chez vous, c'est vos affaires. Voilà, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Faites une main courante. Faites une main courante, ce qui veut dire faites rien, quoi. Ça n'existe pas, la main courante, en réalité. Après, la deuxième loterie, c'est quand elle va arriver devant le juge aux affaires familiales, parce que souvent c'est mêlé. Soit elle va tomber sur un bon JAF qui va prendre en compte son dossier, qui va identifier les frais de violence, qui va voir. C'est tout à fait comme vous disiez tout à l'heure, comme dans Jusqu'à la garde, où on voit cette femme, tout son corps dans la première scène, exprime la peur, la terreur, la violence, et on a là une juge qui visiblement ne voit pas, n'entend pas. Donc c'est cette loterie permanente. Donc dans les commissariats et les brigades, parfois c'est très bien et parfois c'est désastreux. Elle veut mobiliser les préfets, Marlène Schiappa. Mais c'est bien. On l'a déjà. Enfin, on en est au 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Marlène Schiappa est supposée mettre en œuvre le 5e plan de lutte et même l'améliorer autant que de besoin. Et je soutiendrai tout ce qui l'améliorera. Mais ça veut dire qu'avant, un plan de lutte c'est 3 ans. Donc ça veut dire que 4 x 3, 12, plus 3, on en est quand même à 15 ans de mobilisation interministérielle sur la question des violences faites aux femmes. Donc on n'a pas commencé la lutte contre les violences faites aux femmes en 2017. On l'a commencé bien en amont. On en a tous conscience que ces chiffres qu'on redonne chaque année, une femme meurt tous les 3 jours. Et puis on a déjà pris des mesures, le téléphone grave danger, on en a parlé, l'ordonnance de protection créée en 2010, réélargie en 2014. Donc en permanence, on alimente la machine législative pour faire mieux. Moi, j'avais l'habitude de dire qu'on avait formé 300 000 personnes à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était un chiffre que j'avais sur mon bureau de la MIPROF, c'est-à-dire de la structure qui est chargée de ça. Je sais qu'ils vont tous les ans, par exemple à Bordeaux, à l'école de la magistrature, former les magistrats. Ça dure une journée, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, on les forme à quoi, les magistrats ? Madame, à identifier, et puis à faire quelles sont les réponses, quoi. Voilà, les réponses pénales, identifier, entendre derrière le silence, repérer la violence quand elle n'est pas exprimée de manière explicite, etc. J'avais l'habitude de dire 300 000. J'ose plus le dire. Parce que je me demande ce que ces 300 000 personnes ont fait de la formation qu'on leur a donnée, ou alors peut-être ne sont venus se former, hors les formations obligatoires, peut-être ne sont venus se former que ceux qui étaient déjà sensibilisés au sujet. Et les autres sont toujours aussi ignorants et donc dangereux. Je vais vous donner la parole, Claude, mais juste, Alain Bauer, ils sont formés, les policiers, à cela ? À entendre les silences, comme vous venez très joliment de le dire, venir porter plainte et dire une moitié de la vérité. Ils sont formés à savoir à quel moment il faut intervenir quand une femme dit qu'elle est en danger ? Non. Un peu. Ça dépend, faut voir. C'est pas sérieux, c'est pas pris au sérieux. C'est pas ça, c'est d'abord l'essentiel de l'activité policière, c'est la sécurité publique, pas l'accueil des victimes. L'activité judiciaire, c'est plutôt les offices centraux que le petit judiciaire de proximité. Et c'est comme le disait Laurence Rossignol tout à l'heure, c'est au petit bonheur la chance. Ça dépend où on tombe, quand on tombe. Il y a 30 ans, il y a eu une mesure très importante qui était faite, qui n'est pas du tout l'accueil des femmes dans les commissariats, je parle pour les violences sexuelles, parce qu'on part de très très loin. C'était le fait qu'il y ait un kit viol et qu'elle soit accueillie, non pas dans les commissariats, mais dans les hôpitaux avec du personnel dédié. C'est ce qui a permis, pour la première fois, une augmentation massive de la confiance des femmes dans le fait de pouvoir porter plainte, une explication sur, oui, il faut rester dans l'état où on est parce que ça permet de retrouver le violeur ou les violences sexuelles. Oui. Et il y a eu une progression considérable. La deuxième progression qui a eu lieu, c'est la dénonciation par les personnels médicaux, sociaux et éducatifs des violences faites aux enfants.
qui est devenu une sorte d'obligation naturelle qui rentrait dans le cadre. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout de ce processus. Chaque fois, ce processus est un processus global. Or, pour l'instant, l'ensemble des plans en question sont des patchs. Un petit patch judiciaire, un petit patch policier, un petit patch social, un petit patch tu restes dans ta maison ou tu restes pas dans ta maison, un petit patch comment je fais bouillir la marmite, un petit patch déménagement, comment je gère ou pas le déménagement. Et en fait, chacun de ces petits patchs a été fait sans aucune visibilité globale de la problématique. Et le fait que le mot lui-même n'arrive pas à percer, que ce soit dans le code pénal ou dans la société morale, c'est-à-dire que la société réelle a pris en compte que ça existait, mais le reste de la société administrative, ça, est l'élément majeur qui montre qu'il n'y a toujours pas de cohérence globale dans la capacité à répondre à ce problème parce qu'il existe en tant que tel. Et c'est vrai qu'on a souvent entendu des ministres, donc vous avez été en charge, essayer de porter les sujets. On a rarement entendu un ministre de l'Intérieur faire passer une consigne de manière assez verticale, à la fois au préfet et au commissariat sur le sujet. Et s'il y a un ministre qui donne des ordres au préfet, c'est plus le ministre de l'Intérieur. C'est bien que Mancia pas réunisse les préfets. Mais tant que c'est pas le ministre de l'Intérieur qui le fait, les préfets, ils écoutent ça. Vous vouliez dire un mot? Allez, chacun votre tour, désolé. Oui, je voudrais introduire une nuance qui souligne la difficulté de la prévention et de la protection des victimes. C'est que vous avez cité cette phrase qu'on entend constamment sur les radios et télévisions, une femme sur 3, tous les 3 jours, morte sous les coups de son... C'est une phrase... meurt sous les coups de son compagnon. C'est une phrase qui me gêne beaucoup parce qu'elle confond 2 choses, à mon avis, qu'il ne faut pas confondre. Je pense qu'on fait une erreur intellectuelle si on rabat la question des féminicides, appelons ça comme ça, même si j'adore pas le mot, sur les violences familiales, sur les violences... En réalité, les 2 phénomènes se recouvrent en partie, mais ne se confondent pas. Les violences familiales, c'est à peu près 210 000 plaintes par an. Les féminicides, c'est 130 cas, 140 cas par an. Or, dans la majorité des cas des féminicides, je parle bien de meurtres conjugaux, il n'y a pas d'antériorité de violence conjugale. La grande enquête qui a été faite en 2016, les dernières statistiques les plus complètes qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur, cette année-là, 109 femmes sont tuées. 109 femmes sont tuées. 29 fois, il s'agit d'assassinat. C'est qualifié pénalement d'assassinat, c'est-à-dire homicide avec préméditation. Dans 76 cas, il s'agit de meurtre, c'est-à-dire d'homicide volontaire. Et dans 4 cas seulement, c'est qualifié de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Or, sur ces 109 femmes, 30 seulement étaient connues des services de police ou de justice pour avoir été victimes de violences antérieurement. C'est-à-dire qu'on a aussi une criminalité de passage à l'acte d'hommes violents, quittés, trompés, qui ne supportent pas la séparation, je t'aime, tu me quittes, je te tue, c'est malheureusement une réalité et c'est beaucoup plus difficilement décelable lorsque ça ne s'inscrit pas dans une histoire familiale de violence habituelle. C'est la théorie du coup de folie, je suis très perplexe. Non, je ne parle pas de coup de folie, mais c'est une réalité. La non-déclaration est une réalité. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de déclaration qu'il n'y a pas de violence. C'est possible. Tout ce qu'on vient de dire depuis c'est possible, mais en tout cas, la police n'a pas été... En tout cas, la police et la justice n'ont pas été saisies. Voilà, c'est ça. En fait, c'est juste sur l'idée, je pense que ce que vous vouliez dire, Claude Weiss, c'est que quand on parle de prévention, et on voit que la ministre de la Justice, vous allez nous en parler, a essayé d'expliquer qu'il fallait intervenir en amont, c'est-à-dire avant, évidemment, le passage à l'acte, au moment où les violences sont... Non, laissez-moi une phrase. Je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. Pourquoi cette phrase des journalistes me gêne? Parce qu'elle donne l'impression que le mari bat sa femme et qu'elle en meurt. Non, c'est pas une bagarre qui tourne mal. Ce sont des meurtres, délibérés, volontaires, et qui doivent être et qui sont considérés par la justice comme tels, qu'on ne peut pas mettre sur le même plan que l'ensemble des violences conjugales. On est dans un autre registre sur le plan pénal. Il y a quand même des cas où les coups au quotidien par déraper absolument. Mais c'est frappant que des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il n'y a eu que 4 cas. Les autres cas, 105 cas, c'était des homicides volontaires. Sur les 220 000 plaintes, effectivement, sur les 220 000 plaintes, on aboutit à un certain nombre de condamnations, 78 000 condamnations en correctionnel, qui sont des violences banales en quelque sorte dans notre esprit à nous, c'est-à-dire heureusement qu'ils n'aboutissent pas à un meurtre. Bon, mais ce ne sont pas du tout des violences banales. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que, et ça, un médecin psychiatre qui a travaillé là-dessus, qui a fait une thèse là-dessus, qui s'appelle le docteur Delbreuil, qui travaille au CHU de Poitiers, a écrit des choses très intéressantes en expliquant qu'elle est médecin légiste. Et elle explique très bien que dans la plupart des cas qu'elle a examinés, effectivement, les
plaintes n'étaient pas arrivées à la justice. Et c'est là, en quelque sorte, le problème. Parce que sinon, pour ce qui arrive à la justice, c'est-à-dire, en gros, dans un cas sur 4 ou sur 5, là, si vous voulez, les plaintes qui arrivent à la justice, elles sont toutes l'objet d'une réponse pénale. Réponse pénale, ça ne veut pas dire condamnation nécessairement de la prison. Ça veut dire réponse pénale, ça veut dire qu'un juge intervient et, par exemple, un délégué du procureur ou un juge en comparution immédiate ou un juge correctionnel, ça peut aller simplement d'un stage, par exemple, pour l'homme violent dans un lieu où sont des femmes battues ou dans un hôpital. Et là, je rejoins effectivement l'idée qui est extrêmement importante à Bordeaux, par exemple, une expérience est faite sur les violences sexuelles et sur les violences conjugales, en ce sens que ce sont les médecins, ce sont les infirmières qui expliquent aux femmes qu'elles peuvent aller porter plainte, etc. Mais vous voyez, la réponse pénale, ça peut aller simplement du fait de dire... faire un stage ou se terminer voilà, par un stage, se soigner, payer une amende, enfin ça peut être un panel, jusqu'à la prison ferme. Or, tout ce qui arrive en correctionnel, à 55%, c'est quand même de la prison qui est prononcée. Mais le problème... Pour des violences conjugales. Pour des violences conjugales. Le problème, à mon sens, pour finir, c'est le fait que c'est l'information, c'est le fait que à partir du moment où ça arrive à la police, c'est transmis automatiquement à la justice de façon générale. Rapidement. Rapidement. Mais les procureurs sont submergés. Pourquoi il y a ces histoires qu'on entend depuis quelques jours? Parce que évidemment, vous avez raison. Aujourd'hui, on est devant un phénomène de société. Alors, on regarde ces cas-là de ces femmes qui parfois ont interpellé la police, qui ont même été au devant de la justice et qui devaient rentrer chez elles. Et avec des maris qui arrivaient devant chez elles, qui les rejoignaient, je termine mon histoire, qui les rejoignaient devant l'école des enfants et qui se sentaient absolument démunis. Oui, alors il y a aussi l'ordonnance de protection. Ça, c'est le juge civil qui peut la prononcer, mais à la différence de certains pays, l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, il faut quand même une réponse judiciaire. Il faut toujours un certain nombre de jours pour que ça se mette en place. Et je crois que c'est ça le problème, c'est que entre la police et la justice, ça fonctionne. Il y a des réponses, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait immédiatement? C'est ça la question. Or, il y a un collègue, pour finir, à Douai, qui avait fait une expérience très intéressante et qui confiait en fait les maris violents, les hommes violents, à des foyers pour SDF, etc., où ils se trouvaient avec d'autres hommes qui avaient d'autres problèmes. Et ça marchait extrêmement bien. Parce que c'est pas le tout d'avoir une réponse pénale, mais il faut avoir des lieux d'accueil, que ce soit pour les femmes battues. Alors, on va poursuivre cette discussion. Nous sommes allés à la rencontre de l'une de ces femmes qui vivent la peur au ventre en rentrant à la maison, souvent isolées et confrontées à un parcours du combattant, car s'il s'agit de demander une protection. Mélanie Nignès et Stéphane Lepez ont rencontré Morgane Seliman. Elle raconte 4 ans d'enfer avec le père de son fils. Une fois que mon fils est né, vraiment les choses vont être pire en pire. Par exemple, ça peut commencer le matin parce que en fait, la télécommande sera mal rangée, pas à sa place. Ça va l'énerver et ça va être le début de ce qu'il appelle le compte à rebours. Ça va être dans 3 heures, je te défonce, dans 2 heures, dans 1 heure, dans 30 minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes. Jusqu'à temps qu'on couche notre fils. Tous les jours, on couche notre fils à 14h pour la sieste. Et à ce moment précis, en fait, quand je vais coucher mon fils, là, à ce moment-là, je dois le rejoindre dans le salon et c'est là que les coups vont commencer à pleuvoir. Et là, il va me mettre 1 claque, 2 claques, et puis ça va aller de crescendo. Ça va être des coups de poing, des coups de pied, jusqu'à temps que je tombe par terre et que je sois vraiment en sang. Et là, à ce moment-là, il va s'arrêter. Il va s'arrêter, net d'un coup, partir prendre sa douche, se laver, et ensuite, quand il va le revenir, il va me demander des excuses. Et forcément, c'est perturbant. Enfin, voilà, ils veulent toujours nous faire croire que c'est de notre faute, bien sûr. J'ai eu peur de mourir tous les jours. En fait, c'est des peurs toutes bêtes, mais peur, tout d'un coup, quand il me met une claque, de prendre un coin de meuble. Voilà, oui. Je rangeais aussi ma maison et mon appartement tout le temps, bon, bien sûr, parce qu'il le voulait, mais aussi en me disant, si je meurs, eh ben, pour ma mère, ma famille, ça sera moins dur s'il y a moins de choses à ranger. Enfin... Voilà, on pense à tout plein de choses. Ouais, au quotidien, oui, j'avais peur de mourir. À quel moment il y a eu un déclic dans cette relation, j'allais dire, où vous faites le pas de vous faire aider à l'extérieur? Le déclic va se faire en plusieurs étapes. J'avais déjà rencontré un ami d'enfance qui, grâce à cet ami d'enfance, je vais ouvrir les yeux, me rendre compte qu'en fait, c'est pas ça la vie.
Grâce à cette amie d'enfance, je vais aller porter plainte. Mais au commissariat, on me dit que ça ne sera pas avant 3 semaines, éventuellement, que l'affaire sera traitée. Ça me fait peur. Je vais retirer ma plainte et en retirant ma plainte, je vais tomber sur un super policier qui ne va pas me laisser tomber et qui va m'envoyer vers une association. Et grâce à cette association, pendant à peu près 6 mois où je vais la suivre, à partir de ce moment-là, dans ma tête, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et un jour où il va me taper plus que les autres, ce jour-là, je vais avoir la force d'appeler enfin la police. Les gendarmes vont être là, vont interpeller mon ex-conjoint, d'ailleurs ça va se passer très mal, il va se faire taser à 2 reprises. Et il y aura une comparution immédiate où enfin je vais être entendue. Et là, il va être condamné à 18 mois, dont 12 mois ferme. Vous disiez, le message qui est envoyé à ces femmes, c'est n'ayez pas honte, il faut en parler encore plus. Oui, il faut en parler parce qu'il n'y a pas plus de femmes qu'avant qui décèdent. C'est juste qu'enfin, on s'est décidé à en parler plus. Je pense que l'État devrait créer un vrai centre, au même titre que la brigade des mineurs. Quand les mineurs ont un problème, on va voir la brigade des mineurs. Que s'il y a des violences, avec des policiers formés pour... Parce que c'est pareil, aller porter plainte, des fois, c'est 4-5 heures d'attente. C'est pas possible. C'est impossible. Comment on peut aller porter plainte en cachette en attendant 4-5 heures dans un endroit? Si vous aviez aujourd'hui un message à faire passer à ces femmes qui vous regarderont peut-être ce soir, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je leur dirais, n'ayez plus honte d'être victime. Vraiment. Vraiment, il ne faut pas avoir honte d'être victime. C'est à eux d'avoir honte. Je rebondissais sur cette phrase, n'ayez plus honte d'être victime. Oui, parce qu'il y a tout un processus quand même chez le bourreau. Et très souvent, ces femmes victimes de violences sont coupées progressivement de leur famille, de leurs amis, elles sont totalement isolées et elles vivent dans la honte, c'est-à-dire qu'elles sont convaincues qu'elles sont en partie responsables. D'ailleurs, c'est toute la force de ces manipulateurs pervers, violents, qui arrivent à convaincre la victime que c'est de la faute de la victime, si elle est victime, que c'est elle la responsable de ça. Je peux dire un mot sur les chiffres à ce moment-là? Oui, je voudrais juste rappeler, pour ne pas oublier, que Morgane Célimane, qu'on vient de voir, en a fait un livre de ce récit. Il s'appelle « Il m'a volé ma vie ». Voilà, c'est dit. Je veux dire, sur les chiffres, je pense qu'on est en dessous de la réalité et très en dessous de la réalité. Il y a une autre partie des chiffres qu'on n'arrive pas à appréhender, et je pense que c'est très important de travailler dessus, c'est les suicides provoqués par les violences. Il y a 2500 femmes par an qui se suicident. Quand on fait des enquêtes sur les gens qui ont des pensées suicidaires, on leur demande quelle est la cause de cette pensée suicidaire. Pour 15% d'entre eux, c'est la violence subie dans la famille. Donc, si on rapporte ces 15% de ceux qui ont des pensées suicidaires sur les 2500 femmes qui se suicident, je pense qu'on peut malheureusement doubler le nombre de victimes de la violence machiste. Et puisqu'on en est au vocabulaire, je pense qu'il faut dire féminicide et violence machiste. Parce que quand on dit féminicide, on parle de la victime, c'est important. Mais quand on parle du terrorisme, on parle de l'auteur, de ce qui fait le terrorisme, c'est l'auteur. Et donc, qu'est-ce qui fait tuer les femmes? C'est la violence machiste. C'est-à-dire, c'est un système dans lequel les hommes pensent que les femmes sont leur propriété et qu'ils peuvent en user et en abuser à leur gré. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a pardon pour l'expression, une carte de France des violences faites aux femmes? Simplement, en tout cas, le ministère de la Justice a fait une enquête qui s'appelle, il y a une fiche qui s'appelle Infostat de 2018, qui est très intéressante, et qui dit que l'âge moyen des auteurs, des victimes, c'est 37-35 ans. Et je me suis dit, alors il n'y a pas d'explication, ça on ne sait pas, bien sûr, on n'a pas interrogé toutes les personnes, mais je pense que c'est aussi l'âge assez banal quand on est juge, vous voyez, juge d'affaires familiales notamment, des séparations, des divorces, la première séparation après une première vie en couple avec des enfants. Et le profil, c'est souvent l'auteur qui soit effectivement a des problèmes psychiques de type complot, paranoïaque, etc., ou totalement dépressif. Et c'est pour ça que l'intervention de la police, de la justice, souvent, elle n'arrive pas. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça, ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, en fait, il y a aussi le problème, vous voyez, du secteur de santé, du secteur psychiatrique qui est vraiment c'est pas tout le monde des cas psychiatriques. C'est pas tout, c'est des problèmes psychiques, pas psychiatriques, psychiques. La grossesse. La grossesse de la femme est un facteur déclencheur de violence. C'est-à-dire que vous avez des nombreuses femmes qui vous expliquent qu'au moment, moi c'est ce que j'ai entendu dans ce qu'elle disait à l'instant, mais c'est connu par les experts, la grossesse va déclencher un processus mental chez le conjoint
Et c'est à ce moment-là qu'un homme qui auparavant n'avait pas frappé, je pense qu'il peut y avoir des violences verbales, etc., il n'avait pas frappé, va se mettre à frapper pendant la grossesse. Et quand on dit par exemple qu'une société n'est pas suffisamment mobilisée, j'ai discuté parfois avec dans les services hospitaliers, il y a une jeune accouchée qui est là avec son bébé, il est évident qu'elle est victime de violence ou qu'elle l'a été, on la laisse pour autant repartir chez elle avec son bébé. C'est-à-dire qu'on va exposer 2 personnes à la violence à ce moment-là, parce qu'il y a toujours dans l'idée que, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est une punition pour les victimes dans ces sujets-là, une punition, parce qu'elle profite toujours au bourreau, toujours. Il y a la présomption d'innocence, et puis il y a quand même, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. C'est quand même ça. C'est quand même le cercle privé. C'est le cercle privé. Ça les regarde. Ouais. C'est ça qu'on se dit. Ça les regarde. Il y avait un livre d'une féministe italienne dans les années 70 qui disait « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre ». Voilà, c'est ça. Justement, cette question, comment faire pour que certaines femmes ne retournent pas, pour diverses raisons, se jeter dans les mains de leurs bourreaux? D'abord, il faut les aider à assumer. Elle dit « Je suis tombée sur un flic extraordinaire et des gendarmes efficaces, alors que j'avais retiré ma plainte ». Alors d'abord, le taux de plainte est très faible sur les violences sexuelles comme sur les violences physiques, en moyenne 10%. L'enquête de victimation, c'est ce qui permet aux gens d'exprimer ce qu'ils ont fait ou pas fait après avoir dit qu'ils avaient été victimes d'eux. Et c'est un élément indicateur. On porte plainte à 75% quand on casse son rétroviseur et à 9% quand on est victime de violence. Ouais. C'est un élément important. En général, on pense que c'est exactement l'inverse. Plus c'est important, plus on sait, c'est exactement l'inverse. Moins c'est important, mais plus c'est sa voiture, plus on sait, plus c'est important et plus c'est sa femme, son conjoint, ses enfants, moins on le sait. C'est un vrai sujet. Hein. Deuxièmement, parce qu'il y a une problématique liée à la personnalité de l'auteur. Le pervers narcissique violent, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le pervers donc avec les narcissique troubles violent, psychiques qui étaient évoqués tout à l'heure. Le pervers narcissique est un trouble psychique, mais c'est un trouble psychique manipulatoire. C'est pas un trouble psychique maladif au sens de... le pervers narcissique n'est pas systématiquement ou structurellement malade de lui-même. Il est malade de la manipulation, de la capacité à ne pas montrer qui il est, de la capacité à faire croire que sa femme... Et surtout de la capacité à indiquer... Il est bien intégré, en général classe moyenne, il ne correspond à aucun des critères. C'était la question que je posais sur le profil type. Alors c'est interclasse et plutôt classe moyenne que... Ce qu'on voit quand même dans les On va laisser finir Alain Bauer, s'il vous plaît. Oui, et l'alcoolisme est stupéfiant, il y a un mélange. L'alcoolisme et la drogue. Mais le vrai problème dans cette affaire, c'est qu'ils arrivent à convaincre la victime que c'est elle qui est responsable. Et la victime, elle est la première à dire « je ne vais pas porter plainte ». Elle est la première à dire « bon, une plainte n'est pas vraiment une plainte ». Parce que l'affaire de la main courante, ce n'est pas seulement une initiative des policiers. Parfois, les policiers, notamment les policières, essayent désespérément d'arriver à une plainte. Et alors, parce qu'elle a peur, Alain Bauer. Mais bien sûr, mais elle a peur, elle a honte. De retourner chez elle. Non, elle n'a pas peur de retourner chez elle. Non. Elle a peur de ne pas avoir de chez soi. Elle a peur de ses enfants, elle a peur pour ses fins de mois, elle a peur pour trouver une solution, mais elle a honte aussi. Et c'est ça l'élément le plus emblématique et le plus hallucinant, c'est que aussi de temps en temps, elle dit « oui, d'accord, mais je l'aime ». Et donc il y a un problème d'attachement, d'enfermement, d'accaparement, de propriété, au sens de la femme est devenue la propriété, mais elle assume par défaut de possibilité d'en sortir. Et la victime que vous avez vue tout à l'heure dit « il m'a quand même fallu 6 mois, malgré le policier formidable, les gendarmes, etc., pour que j'attende qu'il aille un coup trop loin ». C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y avait plus de coups, c'est un coup trop loin pour avoir le courage de... Et le courage, c'est déménagement, changement d'environnement, changement d'école, changement social, suivi financier pour beaucoup d'entre elles qui sont aussi en situation de domination sociale et pas seulement physique. Et tous ces éléments-là, ils nécessitent un énorme travail. On en dit un mot quand même, les enfants. Si je peux me permettre, non seulement ça demande beaucoup de courage, mais c'est là qu'il doit y avoir l'assistance maximale de la société, parce que c'est le moment où la femme se met le plus en danger. La plupart des agressions ultra-violentes et des meurtres ont lieu justement au moment où la femme considère que ça ne peut plus durer comme ça, c'est fini. Cette fois-ci, il ne s'amendera pas, il est irrécupérable, je m'en vais. Et c'est à ce moment-là, un meurtre sur 2 a lieu au moment où la femme s'en va. Comment sont pris en charge les enfants ? Parce que là, c'est un élément important. J'étais juge des enfants dans une ville de province. Et ce qui manquait vraiment cruellement, c'était, si vous voulez, la mise en place
par notamment les associations, pas uniquement par l'aide sociale à l'enfance, par des associations qui malheureusement en ce moment n'ont pas beaucoup de subventions souvent, par des foyers d'hébergement, par des éducateurs de rue, d'aide, et tout ce travail qui doit être fait en amont de la police, en amont de la justice, parce que pour beaucoup c'est plus facile de parler à quelqu'un, éducateur de rue, association, etc. Dans la petite ville dont je parle, il y avait une association qui s'appelait Femmes Solidaires, qui existe toujours, qui faisait un travail absolument formidable, mais vous voyez, en lien avec les foyers d'insertion, d'hébergement. Et voilà, le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas un problème policier et judiciaire, c'est un problème beaucoup plus large, souvent lié au chômage, à la précarité, à l'alcoolisme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Ouais. En comparution immédiate, ce que je voyais quand même beaucoup, c'était des scènes liées à l'alcool, très très souvent. Comment réagir lorsqu'on apprend que la garde des Sceaux veut généraliser le port du bracelet électronique sans attendre la condamnation des hommes considérés comme dangereux? Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Elle veut généraliser. Oui, peut-être le généraliser, mais moi, comme juge des libertés, je l'ai ordonné je ne sais combien de dizaines de fois. Ça change quelque chose? Mais quand m'était présenté un homme qui était accusé de violence conjugale, comme juge des libertés, je mettais la personne, par exemple, sous contrôle judiciaire, ou je décidais d'un bracelet électronique, ce qui faisait que, effectivement, il ne pouvait pas s'approcher de la victime. On interdit à l'homme violent ou à la femme, mais enfin à l'homme violent plutôt, de s'approcher du domicile de la victime, de prendre contact, etc. Et pour les enfants, par rapport à votre question, pas davantage la question, c'est la question de la preuve en matière de justice. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre. C'est que ça n'est pas parce qu'on est une femme. Je sais bien que je suis complètement à contre-courant. Allez-y, allez-y. C'est pour ça que vous êtes là. Ce n'est pas parce qu'on est une femme. Ce n'est pas parce qu'on est sans doute une victime que la justice n'exige pas de preuves. Alors, en matière de violence sexuelle, c'est terrible parce que souvent, il n'y a pas de preuves. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de traces. En matière de violence conjugale, heureusement, il y a souvent des preuves, mais parfois, il n'y en a pas non plus. Les témoignages, les voisins? Oui, des voisins qui n'ont pas toujours envie de témoigner. Puis des fois, il y a des coups et il n'y a pas vraiment de preuves. Vous voyez, mais en même temps, songeons toujours que la justice doit être contradictoire. Moi, je tiens beaucoup à ça. Et on ne peut pas non plus... Mais vous avez raison de le rappeler. Vous voyez, le père, il ne voit plus ses enfants. Quand il est aussi éloigné du domicile, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, il faut penser qu'il reste le père. Et ça, c'est Laurence Rossignol. Juste avec les juges, ça. Sur le port du bracelet dès la plainte, donc généralisé avant même la condamnation, c'est ça le. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que quand le prévenu arrive chez le JLD, chez le juge des libertés et de la détention, c'est qu'on est déjà bien avancé dans le processus judiciaire. C'est pas la même chose que ce que dit la garde des Sceaux, qui est dès la plainte. Dès la plainte, alors dès la plainte, c'est-à-dire que là, c'est une mesure de prévention. Oui. Vraiment. Moi, je trouve ça très bien. Je pense que dès la plainte, il faut demander est-ce qu'il y a des armes chez vous? S'il a un fusil de chasse ou je ne sais quoi, il faut faire tout rapporter au commissariat. La femme le sait, s'il y a des armes. Mais déjà, dès la plainte, il faut enlever les armes. Mais oui, parce que... Mais les armes, c'est parfois des couteaux de cuisine, c'est parfois les poings, c'est parfois... Bien sûr, on a bien vu, tout est arme par destination. Ouais. Mais quand même, les armes à feu, ça fait déjà autant de moins. Et puis, effectivement, moi, je trouve ça très bien. Peut-être il y aura des cas... Enfin, de toute façon, le bracelet électronique, ça n'empêche pas d'aller travailler. Hein, voilà, ça empêche juste de s'approcher de la victime et de ses enfants. Oui. Alors, le problème, pardon. Est-ce qu'un policier est un juge? C'est tout le problème. C'est en fait l'une des questions qui va être posée précisément. Il y a une question d'inconstitutionnalité qui est posée avec cette mesure, puisqu'il n'y a pas effectivement de jugement et de procédure judiciaire. Ça sera en débat sans doute dans les prochains jours, mais visiblement le gouvernement cherche des solutions parce que ça fait des années que ces chiffres restent aussi élevés. L'Espagne, en tout cas, c'est peut-être là qu'il faut peut-être chercher des solutions. A souvent été cité comme le bon élève européen sur la question des violences conjugales, avec un nombre de victimes qui a été divisé par 2 en 10 ans. Il a fallu un électrochoc que le meurtre d'une sexagénaire qui avait eu le courage de venir témoigner à la télévision espagnole avant d'être tuée par son mari. C'était en 1997. Barbara Steck et Aurélie Saner. Quand il me frappait et que je me mettais à pleurer, il me disait... Ma petite Anna, ça n'arrivera plus jamais. Tu sais, je vais arrêter de te frapper. J'étais ivre. Et je le croyais vraiment. Je le croyais. Je le croyais aussi parce que nous avions 11 enfants et je ne savais pas où aller. Quelques jours après avoir témoigné à la télévision, ce 4 décembre 1997, Ona Orantes va mourir, brûlée vive par son ex-mari.
40 ans de violence et une mort brutale qui vont bouleverser l'Espagne. Le pays va alors se lancer dans une vaste réflexion, recenser les victimes, modifier son arsenal judiciaire, allouer un budget et créer une centaine de tribunaux spéciaux. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Cette femme a été violemment agressée par son mari. La Cour examine ce jour-là la mesure d'éloignement dont il a écopé. Je pense que c'était une agression ponctuelle qui n'arrivera plus, car cette fois-là, mon mari n'était pas dans son état normal. Contre l'avis même de la victime, le parquet peut décider de la protéger. Nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour la sécurité de madame. Et que monsieur n'a pas prouvé qu'il ne constituait plus un danger pour elle. Ici, juges et avocats sont spécialisés. Le magistrat a été spécifiquement formé pour traiter ces cas de violence conjugale. Je crois qu'il faut travailler et instruire les dossiers avec un regard féministe. Avoir bien à l'esprit les conditions dans lesquelles témoigne une victime de violence conjugale. Pour comprendre ce qu'elle nous dit, quels sont ses besoins, tout en gardant bien sûr notre neutralité. Carmen bénéficie de mesures de protection. Pour garantir sa sécurité, son agresseur a été placé sous surveillance. Et ce petit boîtier lui a été confié. On a mis à mon ancien compagnon un bracelet électronique relié à ce dispositif. Je me sens en sécurité. S'il se trouve à moins de 500 mètres, le boîtier prévient la police. Des policiers dédiés, joignables 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Dans ce commissariat de Madrid, Marta Fernandez est aux commandes. Quand elle téléphone, elle demande Elias. Il est leur policier, protecteur spécialisé. Il va être le garant de leur sécurité. Et pour combien de temps? Tout le temps nécessaire, jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. En 2018, 47 Espagnoles sont encore mortes sous les coups de leurs conjoints. Mais en 10 ans, l'Espagne a su diviser par 2 le nombre de féminicides. Les médias, eux aussi, ont décidé d'agir. Ces crimes sont largement relayés. Il y a un an, le principal quotidien El País a recruté une journaliste qui travaille exclusivement sur les sujets de violence faites aux femmes. Ce n'est pas un fait divers entre un homme et une femme qu'on traite. C'est un problème de société. Je fais très attention au langage que j'utilise quand j'écris. Si vous dites que c'est un crime passionnel, vous justifiez quelque part le meurtre. Vous sous-entendez que l'homme aimait tellement sa femme qu'il a dû la tuer. Alors que l'Espagne fait figure d'exemple en Europe, ces derniers mois, le nouveau parti d'extrême droite Vox est venu briser ce consensus autour de la défense des femmes battues. Un nouveau combat pour la société espagnole contre un mouvement ultra-conservateur qui considère que l'État ne doit plus financer la lutte contre les violences conjugales. Et cette question, qu'attend la France pour prendre exemple sur l'Espagne, Alain Boer? Il y a quand même quelques bons exemples. Un énorme budget. Oui. Un tribunal spécial et accéléré, parce que l'important, ce n'est pas le tribunal spécial. Au moins, c'est des magistrats. C'est 72 heures pour prendre la décision. Ce n'est pas 3 mois, 6 mois, 6 semaines, etc. Des méthodes technologiques qui sont à la portée de tous les pays développés, mais dans ce cas précis, vous avez pu noter que l'alarme arrivait chez la victime et pas seulement chez la police. En France, l'alarme arrive chez la police, mais pas chez la victime. Donc, elle ne sait pas si elle-même est en danger. Voilà. Donc, c'est un choix, mais la loi de 2004, merci. La loi de 2004, c'est une loi globale. Ils ont réfléchi à tout, ils ont mis 5 ans pour le faire, ils l'ont fait proprement. Ils ont dit, bah voilà, ça sera 200 millions d'euros. C'est 6 fois plus de mesures d'éloignement, 4 fois plus de bracelets électroniques. 10 000 ordonnances de protection contre 3 000 en France. C'est ça, voilà. Vous oubliez une chose, Alain. C'est un processus. Et donc, il n'a pas fini, c'est pour ça. Oui, ça termine. Et donc, c'est un processus global. Il y a aussi la dimension sociale, aide au déménagement, intervention, aide sociale et médicale pour les victimes et pour les auteurs. C'est un processus qui a été pensé, réfléchi, organisé, quasiment
enfin pas bipartisan, mais presque. Enfin, C'est Zapatero comme qu'il a fait. C'est Zapatero qui l'a fait, mais il n'y a pas eu une féroce opposition. En tout cas, c'est pas comme aujourd'hui avec Vox qui fait la campagne inverse sur, en fait, revenons au bon vieux passé. Vox, qui est le parti d'extrême droite. Oui, mais ils ont fait une campagne anti-femme. C'est un truc pour l'abrogation de la loi sur les violences faites aux femmes. C'est rarissime. Moi, j'étais en Et donc, Espagne. il y a plein d'éléments comme ça qui ont montré une vision globale du problème. Ils l'ont fait proprement, intelligemment, et ils l'appliquent. Alors, on peut Pas discuter. avec les petits patchs dont vous nous parliez tout à l'heure, où chacun au moins, travaille de son côté. ils ont pris tous les petits patchs et ils en ont fait quelque chose qui ressemblait à un processus médical cohérent. J'ai couvert toute cette histoire à l'époque, et vous avez oublié un élément très très important qui a été la mobilisation globale de la société. Des féministes. L'affaire et des féministes et de l'ensemble de la société. L'affaire Ana Morantes qui a été évoquée a été un choc incroyable en Espagne, et c'est ça qui a tout déclenché. Et à partir de là, tous les intellectuels, la presse, les journaux ont commencé à mettre ce sujet en tête de l'agenda. La classe politique s'en est saisie. Il y a eu d'abord une première loi votée sous Aznar, et ensuite la loi qu'ils appellent intégrale de genre, votée par Zapatero, votée à l'unanimité par le Parti populaire et le Parti socialiste, parce que c'était devenu une cause nationale totalement transpartisane. Et il y a eu aussi un travail considérable des intellectuels. Je voudrais rendre hommage ici à un film absolument exceptionnel qui s'appelle Te doy mis ojos, je te donne mes yeux, qui est un film d'Itziar Boyain, qui est sorti en France en août. Il a dû faire 10 000 entrées et la télévision ne l'a jamais passé. C'est un pur chef-d'œuvre sur le mécanisme, y compris de ce que vous décriviez, de l'emprise de la femme qui essaie de se défaire de l'emprise de son mari violent qui est Luis Tosar, etc. Et une affaire... Je ne veux pas spoiler la fin, c'est un film, un grand... Voilà, tiens, si on fait une proposition, que France 5 ou France 2 passe, je te donne mes yeux, à la première occasion, c'est un film absolument magistral. Et cela dit, je mets encore une toute petite réserve, mais toujours mettre un bémol dans ce qu'on dit, c'est que malgré ça, le taux d'homicide en Espagne reste relativement élevé. Il a beaucoup diminué, mais il reste relativement élevé. Plus élevé qu'en France ? À peu près au même niveau. Ouais. Combien d'habitants en Espagne ? Non, je parle pour 100 000 femmes. Les dernières statistiques que j'ai, c'est 2015. 47 victimes en tout cas, ça a beaucoup baissé depuis 2015. Alors voilà, justement, les dernières statistiques comparatives que j'ai, c'est 2015, on avait le même taux que l'Espagne. Justement, mais ce que je retiens de ce que vous nous expliquez, c'est que ça passe par du volontarisme politique. Social. Social, bien sûr, social de la société. Il n'y aurait pas de mobilisation citoyenne, il a raison, Claude. Il n'y aurait pas de mobilisation citoyenne. Il ne se serait pas passé la même chose aussi bien, avec autant de prise en compte de tous les éléments. Non mais la mobilisation citoyenne, on l'a aujourd'hui. La mobilisation des médias, on l'a. Ma successeur a une chance formidable en termes de séquence. Moi, en 2016... on avait le terrorisme. Dès que j'allais voir le ministre de l'Intérieur, dès que j'allais parler au préfet, on me disait « T'as raison, mais tu comprends que là, on a d'autres soucis. » Et décemment, je ne pouvais pas dire « Non, je veux qu'on mette mon dossier sur la pile », même si je savais que ça ne se compare pas. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on a la menace terroriste est plus qu'elle était il y a 3 ans. Donc il y a une mobilisation, il y a des annonces. Il faut y aller, il faut s'engouffrer. Il faut travailler. Le Grenelle, c'est bien. C'est une question de moyens, Laurence Rossignol. Bien sûr que c'est une question de moyens. Oui, pourquoi un petit indicateur statistique. Un petit indicateur. J'étais à Saint-Nazaire la semaine dernière. J'ai rencontré la présidente du CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles. C'est-à-dire c'est là où on envoie les femmes au premier repérage. L'année dernière, 2018, 2300 demandes de rendez-vous. Elles ont pu en assurer 1300. 1000 n'ont pas été assurées parce qu'elles faute de moyens. Elles ne peuvent pas travailler jour et nuit non plus. Donc oui, il y a un problème de moyens pour les associations, un problème de moyens à la justice, mais c'est une évidence. La justice, tout le monde le sait. Et puis aussi, je crois que dans les commissariats, je pense que s'ils étaient là, ils nous le diraient parce que aussi. là où il y a des travailleurs sociaux qui sont en appui au commissariat, quand les policiers orientent directement la victime vers la travailleuse sociale, vers l'assistante sociale du commissariat, ça va mieux. Et allez, nous revenons maintenant à vos questions. Elle est intéressante cette question et cette remarque. Policière, je constate malheureusement souvent que mes collègues masculins ne prennent pas au sérieux les violences familiales. Ça s'appelle Marie de Normandie. Oui, ça arrive souvent, mais c'était la même chose il y a 30 ans sur les violences sexuelles. Ouais. C'était des policiers hommes qui faisaient la nuit.
et qui recevait des femmes en leur disant « Racontez-nous donc bien ce qui vous est arrivé, mademoiselle ». On n'en est plus là, Alain Bauer, quand même. Et il a fallu un changement considérable qui était le kit personnel féminin, accueil hospitalier. Donc c'est un choix. Comme quand on décide qu'on va s'occuper des enfants battus. Pourquoi on s'occupe des enfants battus? Après tout, ils sont battus à la maison, dans la sphère familiale, privée. On a décidé de s'en occuper parce que dans le système scolaire, dans le système médical, on a dit quand même que c'était insupportable de voir ces gamins qui passaient leur temps à tomber par terre, soi-disant, et qui eux-mêmes fabriquaient la même logique de « non, mais non, j'ai pas été battu, je suis tombé ». Donc ce processus-là, il nécessite aussi un mécanisme d'accompagnement, l'accueil, et notamment l'accueil par du personnel féminin et du personnel social, travailleurs sociaux, est un élément qui modifie tout, y compris de temps en temps de tomber sur un policier ou une policière formidable, comme le disait la victime de tout à l'heure. On vit dans une société dans laquelle il y a une culture historique de complaisance, d'indulgence à l'égard des violences sexuelles et physiques faites aux femmes. On vit dans une société qui s'est longtemps sentie peu concernée par ce qui se passait dans la sphère privée. Et il y a probablement chez les collègues de cette policière le même taux de maris qui frappent leurs femmes le soir en rentrant à la maison que dans le reste de la société. Donc, Et ça change ou pas? Chez les policiers? D'une manière générale, cette complaisance, vous dites, où on explique, bon, en gros, voilà, il bat sa femme, bon, c'est pas pareil que... C'est ce que je disais tout à l'heure, ça change, chez certains, c'est très bien, chez d'autres, c'est dramatique, ça change un peu, mais ça ne change pas autant que ça devrait changer. Et est-ce que la justice est plus sévère aujourd'hui ? Alors, la justice, elle est sévère en ce sens que pour ceux qui arrivent en comparution immédiate ou devant les tribunaux correctionnels, dans la plupart des cas, c'est de la prison qui est prononcée. Alors, ferme ou avec sursis, ou alors une très bonne mesure qui est le sursis avec mise à l'épreuve. Ou en quoi consiste la mise à l'épreuve? Alors, la mise à l'épreuve, c'est ne pas contacter la victime, c'est se soigner, etc. Encore faut-il des travailleurs sociaux. La justice française, 37e rang sur 47 en Europe, au point de vue budget. Donc, je pense qu'on a un peu tout compris, à savoir que sans moyens, il n'y a pas que ça. Mais sans moyens, vraiment, on ne peut pas faire grand-chose. Comment voulez-vous que des femmes puissent partir loin de leur bourreau si elles ne savent pas où aller? Ça, c'est très important. Les structures d'accueil, c'est extrêmement important. Il en existe. Je crois que vous en avez créé. 1515. Mais il en faudrait 3 fois plus. Et on est toujours en retard d'une guerre là-dessus. La violence faite aux femmes, misogynie ou syndrome d'une société qui va mal, alcool, chômage, pauvreté, etc. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que vous avez constaté. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, on dit toujours que la violence contre les femmes, elle concerne toutes les couches de la société. C'est absolument vrai, bien évidemment. Mais j'avais vu une réponse à une question ministérielle en 2016 au Parlement, où véritablement, il y a eu une étude du Sénat là-dessus. C'est sûr que les femmes qui sont les plus précaires, on l'imagine bien, ça ne nous étonne pas, les femmes qui sont les plus précaires, dans des milieux les plus difficiles, avec le plus de chômage, évidemment, ça n'arrange pas les problèmes familiaux. Ce sont celles qui ont aussi du mal à partir, bien évidemment. pour des raisons que vous expliquez, bien sûr. Ce sont ces familles-là qui sont les plus surveillées socialement. C'est-à-dire que c'est celles chez qui il y a l'aide sociale à l'enfance qui intervient. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les femmes ne dénoncent pas aussi, c'est qu'elles ont peur qu'on leur retire les enfants et qu'on place les enfants à l'ASE. C'est un vrai sujet, ça aussi. Mais c'est des familles qui sont déjà sous accompagnement ou sous contrôle social. Alors que les familles des classes supérieures, elles sont totalement à l'écart. Elles sont à grande distance des travailleurs sociaux. Donc, on sait moins de choses sur elles et il en arrive moins devant les juges que les familles pauvres. Note positive, il y a une chose en Espagne qui a relativement bien marché, c'est les réunions d'hommes sur le modèle un peu des alcooliques anonymes, d'hommes violents sur injonction judiciaire. Ça donne relativement des résultats. Justice restaurative aussi. C'est-à-dire la victime est confrontée à l'auteur qui doit assumer sa part de culpabilité, de responsabilité. C'est un process qui est arrivé tardivement en France, mais qui donne aussi des résultats parce qu'on met l'auteur dans la situation de reconnaissance de sa responsabilité par rapport à la victime qui pensait que c'était de sa faute. Alors c'est marginal quantitativement, mais c'est extrêmement important en termes de processus. J'ai encore un instant pour répondre à la question que vous avez posée la dernière. Est-ce comment ça se fait? Oui. Moi, je pense que depuis MeToo, on a un double mouvement très positif. On est intéressé à ces sujets, la parole se libère. Et un mouvement de réaction, de backlash, c'est-à-dire que la violence remonte. Et le fait que l'extrême droite soit en face de la question des violences faites aux femmes et de la contestation des lois de protection des femmes, un sujet politique, c'est significatif du fait que ces questions de violences faites aux femmes ne sont pas que des questions d'ordre privé, ce sont des questions éminemment politiques. Les sanctions sont-elles assez lourdes pour les conjoints violents?
Alors, les sanctions, peuvent être dans ce que vous montriez tout à l'heure, la sanction, par exemple, pour une première condamnation était lourde parce que l'auteur, j'ai entendu, avait été condamné à de nombreux mois d'emprisonnement ferme. 12 mois ferme. Voilà. La plupart du temps, en fait, la sanction, comme tout, est progressive et c'est tout à fait normal. On essaye déjà, effectivement, d'éloigner l'auteur de la victime, de le faire soigner. On essaye déjà des mesures d'accompagnement d'ordre judiciaire et social. Est-ce qu'il ne pourrait pas être ferme dès le début? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous pensez... Voilà, c'est toujours tout le débat. Ouais. Est-ce que c'est plus utile de mettre quelqu'un en prison, mettons 2 mois, 3 mois, 4 mois, et qui sorte et qui revoit immédiatement sa victime? Ou est-ce que c'est plus utile d'essayer d'avoir une mesure... peut-être, je pense, moi, plus intelligente, qui fera comprendre à l'auteur, effectivement, ce qu'il a fait et de lui donner les moyens psychologiques de ne pas recommencer. Je pense que certains c'est quand hommes même continuent mieux. de croire que les femmes sont leur propriété. Comment notre société peut-elle changer de mentalité, cette mentalité? Eh bien, elle prend en considération le fait que les femmes sont les égales des hommes, et ça ira beaucoup mieux. Mais le problème de la propriété, c'est aussi un long processus. Je vous racontais tout à l'heure le moment où l'incapacité a été supprimée, où le droit de travailler est arrivé, où le viol conjugal est entré dans le code pénal. Donc il y a tout un processus d'évolution très très lent qui a amené à reconnaître les femmes comme des individus ayant tous leurs droits. C'est ça, un petit bout de chemin, et surtout qu'on est parti très loin. En étant féministe et pro-féministe. C'est le seul moyen de faire avancer notre société sur ces sujets parce que c'est systémique. Et ça, vous vous adressez aux hommes quand vous dites ça? Nous, on est féministes, eux, ils sont pro-féministes. Voilà, c'est ça. Les hommes vont-ils se décider à descendre dans la rue pour manifester? Ça serait bien. Ils devraient. Ça serait bien. Allez, une petite dernière. Parce que les N'y a-t-il hommes pas ont des aussi un problème filles et des d'éducation? femmes aussi, hein. N'y a-t-il pas aussi un problème d'éducation des garçons dans notre société? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça fait partie de tous les entendu. problèmes qu'il va falloir. Voilà, bien entendu. Moi, je pense que soigner les auteurs permet de sauver des victimes parfois aussi. Eh ben, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. On se retrouve demain, 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.